Bonjour à tous et bienvenue dans le lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une petite vidéo concernant l'activité documentaire sur les lois de Kepler. Donc pour cette activité vous aurez besoin du sujet, d'un peu de brouillon. Une information, cette vidéo ne vous donnera pas les réponses totales à l'activité mais plutôt des pistes de réflexion et des astuces pour réussir à résoudre les questions posées. Alors, dans la première question, on vous demande si l'orbite de Mercure vérifie la première loi de Kepler. La première loi de Kepler, elle vous est donnée sur le côté, on vous dit que les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le centre du Soleil occupe l'un des foyers. Ici, sur le diagramme qu'on vous donne, on vous a précisé que le centre du repère est le Soleil, ce qui signifie que le Soleil est censé être un des deux foyers de l'ellipse. Il faut donc vérifier que nous trouvons un deuxième foyer pour cette ellipse, qui vérifiera la propriété des ellipses qui est donnée dans le document 3. Pour trouver le deuxième foyer, tout simplement, on va faire un travail de symétrie. Donc vous allez prendre votre règle et mesurer, donc voilà, ma règle du jour. Mesurer la distance que vous avez entre le foyer S et le point M en périhélie, et on va le reporter de l'autre côté, tout simplement pour trouver le deuxième endroit du foyer S'. Donc, si voici, donc ce qui me permet de trouver ici l'endroit S', et ici j'avais mon Soleil S. Si j'ai bien une ellipse, je vais avoir la distance entre n'importe quel point M et S, plus la distance entre n'importe quel point M et S', qui sera constante au fur et à mesure de l'ellipse. Donc tout simplement, vous allez prendre une règle. Alors on pourrait le faire avec les valeurs qui sont données dans le tableau, mais ce sont des calculs bien trop compliqués. On va le faire tout simplement avec une règle et mesurer en centimètres et millimètres et vérifier que cette longueur est toujours la même. Donc je vais mesurer la distance, par exemple, si je choisis ce point M entre S et M, que je vais appeler d'ailleurs M1, M2, M3, plus la distance, la longueur entre M3 et S', je vais faire un calcul, et il faut que cette addition soit la même pour n'importe quel point que je choisisse. Donc moi ce que je vous conseille c'est de numéroter M1, M2, 3, 4, 5, 6, etc. en fonction des positions qui sont dans le tableau, et faire vos mesures en centimètres. Si vous trouvez que cette addition de deux mesures est toujours constante, ça veut dire que vous avez bien défini une ellipse, et ça respecte la première loi de Kepler. Pour la deuxième question, très simple, on vous demande les données concernant les autres planètes sont-elles en accord avec la première loi de Kepler? Alors vous n'avez pas tous les diagrammes et toutes les valeurs pour les autres planètes, par contre vous avez des distances qui vous sont données, distance minimale, distance maximale, c'est-à-dire la distance côté le plus court, ce qu'on appelle périhélie ici, et la distance la plus longue de l'autre côté, aphélie. Si ces deux longueurs sont les mêmes, ça veut dire que vous avez un cercle, donc ça ne marchera pas. Si vous avez bien deux distances, une petite, une grande, vous êtes dans la situation d'une ellipse. À vous de vérifier. Question 3. Vérifie-t-on la deuxième loi de Kepler sur l'orbite de Mercure? Donc la deuxième loi de Kepler, c'est la plus compliquée à comprendre, c'est celle qu'on appelle la loi des segments, des aires des segments. Donc, ce qui est expliqué dans la première partie du document, tout simplement, c'est que si je prends une période de temps courte et toujours la même période, donc on va prendre l'écart qu'il y a entre deux points, par exemple, vous avez remarqué que dans le tableau, toutes les données sont faites tous les 5 jours, donc c'est régulier. Donc le temps qu'il a fallu à Mercure pour passer du point 1 au point 2, c'est 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours, 5 jours. Donc ces points sont réguliers, donc on va pouvoir s'en servir. Ce qu'on va faire, tout simplement, on va prendre deux points. Je vais prendre le point M1. Attention, c'est pas celui-ci, hein. Celui-ci est celui de la fin de la trajectoire, c'est pas celui qui m'intéresse pour l'instant. Point M1, point M3. Je vais vous expliquer pourquoi je ne prends pas M2. Je vais tracer les deux segments qui relient le Soleil à ces points. Et la deuxième loi de Kepler dit que l'air qui se trouve ici entre ces deux segments, cette espèce de portion de disque, elle est constante. Donc je peux refaire ce même dessin à n'importe quel endroit de ma trajectoire. Donc je vais le refaire, donc M3, M4, M5, M6 par exemple ici.
entre M6 et M8. Pourquoi? Puisqu'entre M1 et M3, j'ai 10 jours. Entre M6 et M8, j'aurai également 10 jours. Donc je peux refaire ce tracé ici. Pardon. Ce tracé ici, toujours avec le soleil, hein, c'est le même repère que l'on prend. Donc cette deuxième ère ici, en calcul, doit donner le même résultat que la première. Maintenant, la question est comment calculer une ère d'un segment qui a balayé comme ça une trajectoire en ellipse. Tout simplement, on va considérer que sur une période courte, ici, nous n'avons pas une ellipse, mais un cercle. Ce qui fait que la surface d'un disque, vous savez que la surface d'un disque, c'est pi r au carré. Donc si j'avais ici un rayon, je pourrais calculer l'aire du disque total. Mais nous n'avons qu'une portion, donc on va pouvoir faire un calcul avec une portion de disque. Voilà pourquoi j'ai pris M1 et M3, car M2 va me servir pour avoir le rayon moyen, le temps de ce petit déplacement. Donc dans le tableau, vous avez le rayon de l'orbite de Mercure pour le point 2, donc vous regarderez dans le tableau, et vous allez faire le calcul, l'aire ici, donc cette aire, que je vais appeler R de 1 à 3, c'est donc l'aire d'un disque, l'aire d'une portion de disque. Le disque entier, ce serait pi R2, donc R2 qui correspond au deuxième rayon dans mon tableau, ceci au carré. Seulement, c'est une portion de disque, ce n'est pas le disque complet, donc il faut que je fasse une part. Cette part, c'est cet angle-là sur 360 degrés. Donc c'est une fraction. Donc l'angle, vous l'avez dans le tableau, l'angle entre θ1 et θ3, divisé par, tout simplement, 360. Donc θ1 est à θ3, hein, vous faites la soustraction, θ3 moins θ1, c'est une variation de θ. Voilà, si vous arrivez à faire ce calcul en plusieurs situations, plusieurs endroits, et que vous avez toujours le même résultat, vous avez donc vérifié la deuxième loi de Kepler pour Mercure. Quatrième question, la troisième loi de Kepler est-elle vérifiée pour les planètes du système solaire? Alors là, c'est la plus simple. Vous prenez le tableau du document 2 avec toutes les valeurs pour les différentes planètes, vous faites t carré divisé par r au cube, a au cube dans notre cas, et vous aurez une valeur. Si cette valeur est constante, vous aurez donc vérifié qui est la troisième loi de Kepler, le carré de la période de révolution t, donc t au carré, d'une planète est proportionnel au cube. Je vous rappelle qu'une proportionnalité, c'est comme une fraction qui égale une constante. Donc t carré divisé par a au cube doit vous donner un nombre toujours le même. Donc vous faites ces petits calculs pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Vous ne faites pas la comète de Halley puisque ce n'est pas une planète. Et si vous avez toujours le même résultat, vous vérifiez bien la troisième loi de Kepler. Bien évidemment, vous allez la vérifier, et dans la question 5, que vaut alors la constante apparaissant dans cette loi? Et bien tout simplement, vous allez trouver une valeur qu'on vous demande avec les bonnes unités. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va vous parler du coup de la comète de Halley. Donc on va utiliser la constante que vous venez de déterminer avec sa valeur chiffrée pour l'appliquer à la comète de Halley. La comète de Halley, vous avez deux informations, il vous en manque une. On vous demande quelle est la valeur du grand axe de la trajectoire pour Halley, donc combien vaut A. Comme vous connaissez T de Halley, vous pouvez faire T carré. Vous connaissez la constante, hein, donc vous obtenez, après calcul pour la question 3, quelque chose du style T carré sur A cube égale constante. C'est la question 4 et la question 5. Et vous avez facilement la possibilité de retrouver le A cube de Halley en utilisant la période de l'orbite de Halley. La question 2 est une question logique. La Lune suit-elle les lois de Kepler comme les planètes du système solaire et quelle en est la raison? Trouvez une petite astuce logique pour prouver que la Lune décrit une orbite qui n'est pas une orbite circulaire, qui est une orbite elliptique. Je pense que vous pouvez trouver l'astuce tout seul. C'est niveau CE1. Mais comme d'habitude, c'est une astuce, il faut encore y penser. La question 3, la période de révolution de la Lune est de 28 jours terrestres environ. Déduire de tout ce qui a été fait la valeur du rapport des masses du Soleil et de la Terre.
Donc là, les choses se corsent un petit peu. On vous donne, juste en dessous, l'application de la deuxième loi de Newton conduit à la formule t carré sur a au cube égale 4 pi carré sur gm. Donc c'est cette formule-là qu'il va falloir utiliser. La technique est assez simple. Vous allez faire un premier calcul qui va vous permettre d'obtenir la masse de la Terre en vous servant du mouvement de la Lune. C'est-à-dire t carré de la Lune, donc la période de révolution de la Lune au carré, on vous dit 28 jours, à mettre en secondes, divisé par a au cube de la Lune, donc c'est la distance moyenne du rayon de l'orbite de la Lune. Cherchez sur internet si vous ne la connaissez pas par cœur, vous devriez. G c'est la constante universelle de gravitation, même chose, trouvez-la, et grand M dans notre cas ce sera la masse du coup de la Terre. Ce qui fait que dans cette équation vous n'aurez qu'une seule inconnue qui est la masse de la Terre, vous pourrez donc faire son calcul. Dans un deuxième temps vous allez reprendre la même situation pour la Terre autour du Soleil. Donc cette fois-ci dans la formule on va utiliser le T, la période de rotation de la Terre autour du Soleil, donc 365 jours, la distance Terre-Soleil, moyenne, et ça va vous permettre de trouver la masse du Soleil. Si vous avez la masse de la Terre, la masse du Soleil, vous pouvez donc en déduire le rapport, donc la fraction, masse du Soleil divisée par masse de la Terre. La quatrième question est une question qu'on va laisser en suspens le temps de prendre le cours, puisqu'identifier les termes de cette formule et la vérifier, en gros, on va la démontrer dans le cours, comment on est arrivé à cette formule, t carré sur a cube égale 4 pi carré sur g de la masse de l'attracteur. Tout ça, on le verra dans une partie de cours. Voilà pour les petites astuces, le schéma, quelques pistes de travail, je vous laisse travailler gentiment. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe WhatsApp ou par mail ou sur Éclat et on essaiera d'y répondre ensemble. En tout état de cause, la correction à cette activité, je la transmets mardi, ce qui vous laisse le temps de finir l'activité, peut-être ce week-end, et de me l'envoyer si vous avez envie. Bon courage, portez-vous bien et travaillez bien.